étudiante au conservatoire de Bruxelles, en art dramatique, et en fait il y avait une grève des doubleurs en France. On dit doubleur en Belgique? Pardon, on dit doubleur en Belgique. Ça se dit doubleur en Belgique parce qu'en France ils aiment pas. Ah, on dit pas doubleur en France? Non, il y en a qui aiment pas, je sais pas pourquoi. On dit quoi alors? On dit comédien des doublages. Parce qu'apparemment Éric Legrand n'aime pas ça. Ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le même métier que de dépasser sur le dos. Il y a du sucre. Et toi, tu dis pas doubleur, Marine? Ça dépend, si je m'adresse à un mec, je dis doubleur, si je dis une fille, je dis une doubleuse. Voilà. On va dire que c'est ok, doubleur aujourd'hui. Alors, il y avait la grève des comédiens et des comédiennes de doublage en France. Et du coup, les prods étaient venus chercher des comédiens en Belgique, mais jusque dans le hall du conservatoire de Bruxelles, quoi. Ils avaient débarqué dans le hall en disant aux gens, on a besoin de voix. Et donc, moi, quand j'ai fait le conservatoire, j'avais 17 ans, j'étais vraiment jeune. Et puis, j'ai débarqué dans un studio comme ça. Et je racontais tout à l'heure que c'était un studio, donc c'était le début, comme il n'y avait pas énormément de doublage en Belgique. Il pleuvait dans le studio. Même dehors. Hein, et voilà. Donc je suis une briseuse de grève. Mais j'ai découvert un métier que j'aime beaucoup. Mais pas une briseuse de rêve. Waouh. On peut dire ça comme ça. Et Marine, toi, comment t'as commencé? Alors moi, je suis pas comédienne à la base. J'ai pas fait d'études de comédienne. Au départ, j'étais un peu chanteuse. Mais je m'intéressais beaucoup à ce milieu-là parce que j'ai fait une formation de traductrice et j'ai critiqué beaucoup les traductions. Donc en fait, je regardais les dessins animés puis je disais, moi j'aurais fait ça, moi j'aurais traduit ça comme ça, moi j'aurais fait ça comme ça. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amenée dans ce milieu. Au départ, j'ai d'abord fait un projet sur lequel on mettait des BD sur Internet. C'était le tout début d'Internet quand même, parce que je suis très vieille. Si, c'est une réalité, mais c'est pas grave, je le trouve bien. Et donc pendant un an, j'ai dirigé des comédiens. On faisait vraiment de la création de voix sur des bandes dessinées qui ont terminé sur Internet. Et c'était justement pour une société qui fait du doublage. Et après un an, étant donné que je connaissais tous les comédiens de doublage, ils m'ont proposé de commencer comme directrice artistique. Donc j'ai commencé comme directrice artistique. Et puis un jour, je suis passée de l'autre côté du micro un petit peu par hasard. Je devais remplacer j'avais un pote directeur artistique qui m'appelle, qui fait hey, Marine, j'ai pris trop de travail, s'il te plaît, tu peux me remplacer, telle date. Je dis oui, ok, pas de problème. Bah écoute, prends toute la série, t'es libre demain pour faire le casting, diriger le casting. Oui, ok, pas de problème. Et je suis à la fin de la direction du casting et une comédienne qui vient pas. Et j'appelle, je dis putain Carole, qu'est-ce que tu fous? Je t'attends. Ouais, je vais dire que je viendrai peut-être pas. Je dis mais tu te déconnes ou quoi? Moi je dois présenter 3 fois au client, comment je fais? Bon, t'as qu'à le faire. Et donc je me suis mise au micro avec le comédien qui précédait, qui m'a dit viens, je vais te diriger. Et il m'a dit c'est pour toi. Et j'ai eu le rôle. Donc, voilà. Oh. Pour ceux qui connaissent, c'était Timmy Turner, le garçon à la casquette rose de Mes parents sont magiques. Oh. Alors, juste vite fait, vous parlez de direction artistique. Il y a peut-être des gens qui ne savent pas trop ce que c'est exactement. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est vite fait, en quelques mots, le métier de directrice artistique? En 4 mots. Le métier de directrice artistique. Ne jamais laisser un comédien seul, ça fait 5. Oui. Le directeur artistique, c'est à lui qu'on confie un produit au départ, et avec le client qui va demander un casting sur les rôles principaux. Donc le directeur artistique va, en fonction de ce qu'il ressent sur le produit, choisir 3 comédiens qu'il va devoir présenter par rôle au client. Par la suite, c'est lui qui va faire les plans de travail, donc c'est lui qui gère le budget également, donc c'est pas uniquement de l'artistique évidemment, il y a aussi de la gestion de budget, il y a pouvoir faire des plans de travail en fonction du budget, c'est-à-dire pour un dessin animé, je sais que quelqu'un a posé la question tout à l'heure, et je sais que j'ai dit qu'on en parlerait peut-être ici maintenant, donc du coup j'en profite pour faire un petit clic, qui me demandait combien de temps il fallait pour faire Code Lyoko. Donc en règle générale, à l'époque, ça va vous faire peur, hein, mais pour faire un dessin animé de 20 minutes, on avait 4 ou 5 heures. Voilà. Ça ne fait pas beaucoup. Donc aujourd'hui, les budgets se sont un tout petit peu élargis, parce que la qualité demandée est un petit peu plus exigeante, et donc on peut se permettre de dire, bah non,
tu veux pour 3 francs de doublage, ben, tu reçois pour 3 francs de doublage, tu veux pour 10 francs de doublage, tu auras 10 francs de doublage. Donc à un moment donné, il faut aussi rester honnête par rapport à ça. Mais donc c'est le travail du directeur artistique, c'est donc à la fois de diriger les comédiens en studio, mais ça c'est vraiment la partie, je dirais, la plus sympa et la finalité. Mais avant ça, il y a tout le travail de préparation, il y a le choix du casting, il y a le fait de, en effet, faire attention au budget, parce que sinon on se fait taper sur les doigts. Et puis si le comédien est mauvais, c'est aussi de notre faute. Donc, enfin, de notre faute, on s'entend, mais voilà, on est responsable de ce qu'on va livrer d'un point de vue qualitatif. Responsable de la qualité du produit final, quoi. Voilà, exactement. Merci. Et je t'en prie. Alors, donc vous avez répondu à la plupart des questions que j'avais prévues. Ok, super. Super. Donc, En 6 mots, tous en 6 mots. Ouais, non, mais c'est incroyable. Est-ce que vous avez des anecdotes d'enregistrement, par exemple? Des trucs assez croustillants, je ne sais pas. Ah, vous avez un peu le temps quand même. Raphaël ? Non, mais c'est vrai que c'est ce qu'on commençait à raconter en bas, c'est qu'en fait, Code Lyoko, on est toutes tombées enceintes pendant l'enregistrement. Tout ça, c'est la faute du mec. Yes. Ouais, nous dit ça. Donc, on devenait fou, en fait. Ouais. Parce que du coup, on n'était pas dispo, ou on venait en studio avec nos bébés, et donc on enregistrait, puis on faisait une pause pour allaiter, et puis on revenait. C'était devenu une pouponnière, quoi, le studio de doublage. Et voilà. Donc on a des petits gars. Il n'y a que des garçons d'ailleurs. Ouais, il y a que des garçons qui sont nés de Code Lyoko, il faut le savoir. Non, et puis ce que je disais aussi, ce qui est un petit peu particulier avec Code Lyoko, qui arrive très très rarement, c'est que le réalisateur est venu en studio et on était les voix sur lesquelles on travaillait n'étaient pas des voix finales, c'était des voix témoins en anglais, qui étaient souvent complètement sous-jouées, qui étaient juste là pour faire le dessin. Et donc en fait, très vite, on a pu incarner réellement nos personnages. Donc on n'était pas coincé par un jeu qui était déjà donné, qui était préétabli. On pouvait vraiment être nous-mêmes. Donc ça, c'était assez sympa et différent de ce qu'on a l'habitude de vivre en doublage. Très bien. J'ai une petite question pour Raphaël. Une préférence entre Jérémy et Aude? Fais gaffe, tu vas en vexer. Hein. Oui, c'est ça. C'est la question piège. Mais je crois que j'ai une petite préférence pour Aude. C'est son petit côté fou. Ouais, parce qu'il ça demandait beaucoup d'énergie de le faire, mais il était fou et puis il y a beaucoup de fantaisie. Et Jérémy, c'est la voix de la raison, quoi. Donc c'est plus ça qu'il faut aller vers Aude que Jérémy. Mais Jérémy, il est super, heureusement qu'il est là. C'est pas nous ramener dans le passé. Oui. C'est pas faux. Tu peux pas nous en faire un là maintenant? Retourne. Non, mais non, quoi, vraiment, tu vois. Ah là, mais vraiment, tu vois, 18 ans à jour. Retourne, j'aimerais. Ouais, c'est chaud. Très bien. Encore justement à ce propos, comment vous faites pour changer de voix? Est-ce que le fait de faire deux personnages, ça n'a pas été un peu compliqué? Ben, en tout cas, on faisait des sessions complètement différentes, quoi. Il y avait vraiment, on passait 4 heures sur Odd, j'étais convoquée que pour faire Odd, et puis à un autre moment, on faisait Jérémy. Mais comme c'est en fait doublé, c'est surtout trouver l'énergie. Je crois qu'avec Odd, parce que la difficulté, c'est que pour faire Odd, je gigotais beaucoup. Et puis, du coup, il faut gigoter, mais pas faire de bruit. Donc mais j'aurais pas. Et Jérémy, c'était un truc beaucoup plus posé. Donc, mais j'aurais pas pu le faire bien si j'avais dû passer de l'un à l'autre tout le temps, quoi. C'est deux sessions à part. Ouais. D'accord. Moi, c'était tout en même temps. Justement, j'allais y venir justement. Comment est-ce que vous faites, vous, pour gérer justement sur la saison 3, vous étiez directrice artistique, la saison 3 et 4. Double casquette. Donc comment vous faites pour gérer la double casquette justement? Est-ce que vous vous dirigez vous-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous remplaçait? Comment ça se passait? Non, je m'auto-dirigeais. Je suis bonne, hein. Non, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que quand j'ai commencé Ulrich, c'était pas moi qui dirigeais. C'était quelqu'un d'autre qui est tombé enceinte. D'accord. Yes. Donc en fait et puis après qui a arrêté, donc je suis restée sur la direction, mais donc on va dire que
le truc a été insufflé au départ par quelqu'un d'autre, donc j'avais déjà bien mon personnage et c'était beaucoup plus simple. Et puis à l'époque, il n'y avait pas le corona, donc on se mettait à deux au micro. Donc malgré tout, on est un peu tous les garants de ce que l'autre fait, donc, et puis on revoit aussi ce qu'on fait, donc voilà, c'est pas... Je pourrais pas m'autodiriger sur du live, par exemple, parce que ça demande beaucoup plus de précision et j'ai pas le recul sur ce que je fais, je me sens pas assez voilà, aguerrie pour ça. Malgré tout, je trouve que j'ai besoin d'un œil extérieur, mais ici pour du dessin animé, voilà, je le fais aussi sur une autre série, par la force des choses, parce que je me suis retrouvée à faire un rôle au départ, parce que la veille, la nana a fait « Ah non, finalement, je fais un tournage ». Et donc, du coup, j'ai pris le rôle au pied levé. Donc là aussi, je m'autodirige, mais voilà, c'est pas... normalement, ça ne se fait pas. Mais les circonstances ont fait que, voilà, le client était content. C'est le principal. Lui poser. Mais en fait, pour vraiment répondre à ta question, il faut switcher, en fait, dans sa tête, en fait. Tu changes vraiment ta casquette. Quand je suis au micro, même si je ne suis pas en train de me dire hey, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, tu te laisses complètement aller et puis tu vois si ça fonctionne ou pas. Très bien. D'ailleurs, je change même de position, tu vois, je vais me remettre derrière mon bureau de DA pour revisionner ce que j'ai fait. Comme ça, j'ai vraiment l'impression de passer à autre chose. Donc, voilà. D'accord. Juste une petite précision, est-ce que ça va tout le monde, live et dessin animé? Si on dit doublage sur du live, ça vous parle? Oui, j'ai eu des noms. Alors le live, c'est tout ce qui est série avec de vrais acteurs ou film avec de vrais acteurs. Ça, tu veux dire que sur des animés, il n'y a pas de vrais acteurs? Des acteurs. Mais qu'on les voit, on voit que oui, ils voilà. ne sont pas dessinés. C'est ça. Ils ne sont pas dessinés dans le live. Très bien. Bah, écoutez, moi je pense que vous avez fait le tour de mes questions. Super, on va manger. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou est-ce que vous voulez qu'on passe aux questions? Alors on a déjà beaucoup parlé pendant la séance de dédicace, donc j'aurais l'impression de me répéter. Oui, non, moi je veux bien répondre à vos questions. Ok, moi je vais manger. Si vous voulez, manger pendant que je fais le tour pour chercher des questions. Non, quand même. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? J'ai vu une main. Là, une main se lever là-bas, je vais aller Il y a m'apporter plein de mains. micro. Pour l'instant, j'ai vu 4 personnes. Gardez la main levée, s'il vous plaît. Ceux qui sont devant, j'ai envie de dire, ne levez pas votre main pendant qu'il va interroger l'autre personne. Vous la relèverez après, sinon vous allez avoir une crampe. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, j'avais une petite question. Est-ce que, au moment de doubler la première saison, en fait, il y avait une espèce de... Vous vous rendiez compte que ça allait être une série un petit peu hors norme, de par le fait que ça switch entre la 2D et la 3D. Est-ce que, dans les studios, vous avez un petit peu conscience de ça, ou pas du tout? Ou alors c'était une série comme une autre que vous doubliez? Bah, on pourra répondre toutes les deux, mais là, en tout cas, moi, ce qui me vient du point de vue de la comédienne, puisque moi, c'était le fait que le réalisateur était très présent, et donc ça, c'est pas toujours le cas, donc on voyait que c'était quelque chose, un dessin animé dont on allait prendre soin, et sur lequel il y avait beaucoup d'espoir, donc ça, je l'ai senti, en tout cas, qu'on allait faire quelque chose de soigné, et c'était pas un produit à la chaîne, comme parfois, on a le sentiment, quoi. Et c'est vrai qu'en effet, ce passage de 2D à 3D, c'était assez novateur. Et alors, l'impact que ça a au final, non, tu ne le sais jamais à l'avance, on ne s'en rend pas compte. C'est seulement après coup, quand on voit une deuxième saison arriver, une troisième saison arriver, on se dit « Ah ouais, quand même !» Et puis à l'époque aussi, il ne faut pas oublier que Internet, ça n'existait pas vraiment. Et donc, il n'y avait pas cette communauté, il n'y avait pas les réseaux sociaux pour savoir ce que les gens pensaient. Ça a changé beaucoup la donne entre quand on commence à doubler quelque chose aujourd'hui ou même il y a 5 ans et à l'époque où on ne savait pas, on ne se rendait vraiment pas compte. Par contre, oui, l'aspect novateur du dessin animé, moi je me souviens que je me suis dit « Ah ouais, c'est autre chose, c'est vraiment différent ». Mais se rendre compte de l'impact que ça avait, même au bout de la 3e saison, on ne se rendait pas vraiment compte parce que je vous dis, il n'y avait pas d'interaction comme il y a aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Je vous dis, il n'y avait même pas Internet. Moi, je me souviens à l'époque, on n'avait pas des téléphones connectés.
C'était, voilà, c'est vraiment une autre époque, à tout point de vue. Est-ce qu'il est? Il est là. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que vous vous rappelez si vous aviez des textes que vous étiez un peu embarrassé à dire? Dans Code Lyoko, non. J'étais très contente d'être amoureuse d'une fille. Ça me changeait. Non, franchement, non. Ouais, en tout cas, du coup, j'ai revu l'épisode 1. Parce que pour nous c'était lointain, donc pour me remettre dedans, et il y a Jérémy qui pose une question au prof de sciences, et je me suis dit waouh, ce jour-là j'ai compris ce que j'ai dit, parce que aujourd'hui, je comprends pas du tout ce qu'il raconte. Donc je suppose que j'avais ce sentiment-là de ne pas comprendre toujours ce que racontait Jérémy. Vous dites des trucs. Tu veux dire pendant un cours de sciences? Oui, c'est ça, certainement. Oui, je crois que je me souviens en fait que Nat, qui faisait la prof, parfois aussi, quand elle exposait des problèmes, je crois qu'elle n'était pas très bien où elle allait. On est comédien, on n'est Oui, pas on peut donner l'impression Les intelligents. Mais c'est ça, le propre du comédien, c'est d'arriver à faire passer des choses qui ont l'air extrêmement compliquées et de faire croire qu'on a compris. Et non, on est fort. Bonjour, j'ai une question sur les sessions d'enregistrement. Est-ce que vous enregistrez sur du storyboard, sur de l'image finie, parfois sur du script? Comment ça se passe en fin de compte, la façon dont vous travaillez? Alors, dans le doublage, de manière générale, on travaille sur des images, à l'époque en tout cas, on travaillait sur des images définitives. Mais comme je le disais, sur Code Lyoko, ce qui était spécifique, c'était les voix anglaises, étaient des voix témoins. Donc ça jouait pas du tout, d'ailleurs on se poilait comme des cons en les entendant, parce que vraiment ça ne nous aidait pas, c'était juste des voix qui étaient là pour le dessin en fait. Mais d'une manière générale, ça aussi on peut dire, puisque je peux aussi peut-être parler de ce métier, c'est quelque chose qui a fort changé aussi avec les réseaux sociaux. Puisqu'aujourd'hui tout le monde est très impatient de voir les séries, donc je me souviens qu'à l'époque, quand on doublait par exemple des séries, que ce soit des séries américaines, des dessins animés ou live, puisque maintenant tout le monde sait ce que c'est, il y avait beaucoup de temps entre la sortie américaine et le doublage. Aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux, avec le piratage, etc., tout arrive simultanément. Par exemple, les séries Netflix, aujourd'hui, elles arrivent, parfois elles ne sont pas terminées. On double sur du son qui n'est pas fini, sur des images qui ne sont pas finies, donc parfois tout à coup on a du verre au milieu du truc, boum, et puis on doit rajouter des phrases, donc c'est plus décousu qu'avant. Donc l'avantage d'avant, c'est que comme toute l'histoire était terminée, on voyait tous les tenants et aboutissants. Ici, parfois, aujourd'hui, on peut parfois être un peu plus à l'aveugle. C'est un peu le désavantage, mais on est flexible. Alors, malheureusement, ça va être la dernière question, parce qu'on n'a pas le temps. Ouais, déjà. Eh ouais, je suis désolé, c'est les instructions qu'on m'a données. Du coup, j'aurais une question pour Raphaël. Dans la saison 3, il y a un épisode où Odd se retrouve en 3 suite à un bug d'un programme de Jérémy. Ma question c'est, est-ce que vous disiez 3 fois les mêmes répliques, là, exactement la même chose, ou alors c'était une réplique que vous aviez copiée, collée pour que ça fasse l'illusion, que ça fasse 3 fois en fait. Je te souviens de ça? Quand il a posé la question, je me suis dit, chouette, il a dit Raphaël. Casque de moto, elle est en bas, avec le casque de moto. Mais en général, je pense qu'on le... Qui? Enfin, aujourd'hui, je me dis On copie-colle. Aujourd'hui, on copie-colle. Plus facilement qu'à l'époque. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, là aussi, d'un point de vue technique, on travaillait sur du 8 pistes. Aujourd'hui, on est à l'infini de pistes avec la digitalisation. Donc ça aussi, ça joue très fort. C'est que chaque comédien avait une piste. Donc plus il y avait de comédiens, donc 8 pistes. Donc tu imagines dans Code Lyoko le nombre de comédiens qu'il y avait. Donc ça devenait très compliqué pour l'ingé son. Donc je pense qu'à l'époque, on l'aurait sans doute, elle l'aurait refait plusieurs fois. Genre elle se serait auto-copiée, auto-perroquée même. Mais aujourd'hui, on ferait le travail de faire des copier-coller de manière, je dirais, informatique, quoi. Enfin, en tout cas, c'est l'ingé son qui s'en chargerait. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a fort changé entre il y a 18 ans et aujourd'hui. Monsieur l'animateur. Je regardais la suite du programme.
Mais il y avait le jeune homme là devant qui voulait aussi poser une question tout à l'heure. Allez, une dernière. Une dernière? Bah oui, dis ça. D'ailleurs, allez pas, hein. Bonjour, ma question va être peut-être un peu plus simple. Combien de temps au total ça vous a pris de doubler Code Lyoko sur les 4 ou 5 saisons si on compte le... Tu me demandes de faire des maths là en fait, c'est ça. Ok, question suivante. Combien d'années? Non, écoute, en général on fait une saison par an, enfin à l'époque on faisait une saison par an. Je t'ai dit tout à l'heure, donc on mettait en moyenne entre 4 et 5 heures par épisode. Donc tu fais le calcul, s'il y a 10 épisodes ou 26 épisodes dans une saison, les maths, ça je fais pas. Mais voilà, en effet, c'est vrai que ça va très vite le doublage. Tu vois, ça va très très vite. Le comédien il arrive, il n'a pas vu l'épisode, il regarde 45 secondes d'une séquence, boum, il double, tchac, on y va. On était 2, parfois 3 au micro à l'époque. Ça va très vite, ça s'enchaîne. Donc pour faire une saison, oui, c'est quoi? Ça représente quoi? Peut-être 2-3 semaines de notre temps sur une année. Tu vois? Mais ça ne nous empêche pas d'être impliqués. Oui, parce qu'en plus c'est disséminé tout au long de l'année, du coup on le garde quand même dans la... Oui, parfois on le fait en 3 fois, en 4 fois la saison, ça dépend un petit peu les desiderata du client et de diffusion. C'est la dernière des dernières, alors. C'est bien parce que vous avez demandé gentiment. Comme si les autres avaient été méchants. J'ai pas dit ça. Alors, c'est une question pour les deux personnes. Les personnages que vous interprétez, est-ce qu'elles vous correspondent dans la vie réelle ou pas? Enfin, est-ce que vous vous retrouvez dans les personnages? À ton avis? Oui. Bah oui. Il y a toujours une part de nous dedans, ça c'est sûr. Ou quelque chose que, tu vois, par exemple, Ulrich, ouais, déjà c'est un mec, hein, donc tu vois, on n'est pas physiquement identiques. Mais j'aime bien son côté rebelle, je suis un peu comme ça aussi, tu vois, son attitude. Quand je l'ai raconté plusieurs fois, mais quand j'étais au micro pour le faire, j'étais toujours comme ça. C'était super reposant pour moi. Hein. Zéro énergie, tu vois, donc oui, c'est pas nous, forcément, mais il y a toujours une part de nous qui va ressortir. Si c'est pas le cas, je pense qu'en fait on passe peut-être à côté de notre personnage. Parce que jouer quelque chose qui nous est totalement inconnu, ça peut être un challenge, hein, attention, hein, mais... Ouais. Oui, ça se sent en général, parce que du coup c'est très fabriqué, alors que quand tu fais avec la partie, enfin ce que t'es, c'est beaucoup plus spontané. Et là je peux parler aussi en tant que directrice artistique, quand on choisit un comédien, on ne choisit pas un comédien pour sa voix, la couleur de sa voix. On travaille, c'est l'énergie qui va générer le choix en fait. Donc voilà, ça je peux vraiment le dire en tant que directrice artistique. Le choix se fait en fonction des énergies et souvent j'ai des comédiens parfois qui arrivent et qui disent ah tu veux quelle voix? Je dis mais je m'en fous de la voix que tu me fais, soit juste l'autre et on verra ce qui sort et voilà. Après, c'est la magie qui opère. C'est beau. C'est très beau. Est-ce que je peux encore dire quelque chose? Oui. C'est pas une question. Hein. Oui. Je voudrais juste vraiment, et je le fais au nom de Raphaël et moi, vous remercier parce qu'en fait, on n'a pas conscience de tout ce que ça génère. Et aujourd'hui, vous nous l'avez fait ressentir. On a reçu tout votre amour. Et vraiment, merci du fond du cœur pour ça. Et on partagera avec Yumi, Aïlita, on leur racontera ce qu'on a vécu. C'était un plaisir de vous recevoir. Je pense que le plaisir aussi, ils l'ont eu. En tout cas, je sais pas, peut-être qu'ils vont nous faire savoir. J'ai l'impression d'être un show américain, là, tu vois. Je ne suis pas Jimmy Fallon. C'est nouveau pour moi.
Il y a juste le micro que je connais. Moi, vous voyez un peu voilà, l'engouement que ça déclenche chez les fans. Quoi. Ouais, mais super. c'est beau, c'est touchant, et je l'ai encore dit, je me répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu, c'est grâce à vous qu'on peut pérenniser notre métier à l'ère des sous-titres ou bien de notre ami Jeff Bezos qui fait des outils informatiques pour qu'il n'y ait plus de comédiens, ni même d'adaptateurs d'ailleurs derrière les micros. Donc merci d'être là et merci pour votre engouement.